Ça tourne, ici Albert Reporter. Non, la vérité c'est que j'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte tout bêtement que j'avais pas fait d'introduction. Du coup bah voilà. Je tenais à te dire que évidemment toutes les réponses que je donne sont très subjectives, que j'estime pas du tout qu'elles soient justes ou quoi que ce soit, qu'elles sont donc limitées par mes goûts mais aussi par les livres que j'ai lus pour le moment. Du coup je suis sûre que si on me posait la question dans quelques années, mes réponses seraient différentes. J'aimerais aussi beaucoup avoir tes réponses, donc en même temps que moi je réponds aux questions, réponds-y en commentaire, ce serait super cool d'échanger. Et si tu as d'autres questions qui te viennent à l'esprit, auxquelles j'ai pas encore répondu, pose-les en commentaire et je me ferai vraiment une joie d'y répondre. Voilà, bonne vidéo. Je pense que c'est le livre idéal pour se mettre ou se remettre à la lecture, c'est parce que c'est ce qui a marché pour moi. Et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la taille. Quand on est un nouveau lecteur, avant de se lancer dans la recherche du temps perdu, il faut s'échauffer un peu. Et pour ça, Bonjour Tristesse est idéal parce qu'il est relativement court et puis parce qu'il se lit très facilement d'une traite. Et ça c'est parce que, petit 2, on se reconnaît très facilement dans les situations décrites et dans les personnages. Cécile, la narratrice, a 17 ans, elle vient de rater son bac mais elle pense qu'elle va passer un été tranquillou sur la côte méditerranéenne avec son père. Spoiler alerte, ça va pas trop se passer comme ça. Si on arrive à s'attacher au personnage, on entend mieux le message qui veut nous être transmis par l'auteur. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce livre. Parce que Petit 3, je crois que c'est un livre qui nous parle le mieux d'adolescence. Cette période où on comprend tout comme un adulte, mais on ressent tout comme un enfant. Alors si tu n'es pas adolescent, ne t'en va pas tout de suite, parce que je pense qu'à tort, on a trop souvent cantonné Bonjour Tristesse à de la littérature jeunesse pour prépubères aux hormones en folie. Alors que non, Bonjour Tristesse, par la complexité de ses personnages et la simplicité des situations qui nous sont présentées, est un livre universel qui peut vraiment plaire à tous. C'est drôle, ce que t'es drôle à regarder. Pour moi, il est toujours plus facile de parler de ce qui nous émeut plutôt que de ce qui nous fait rire. Dans la mesure où pour moi, le rire est beaucoup plus spontané, beaucoup moins facile à expliquer, donc beaucoup plus intime. Il y a donc pas mal de chances que ce qui me fait rire ne te fasse pas rire. J'ai quand même choisi de répondre à la question pour montrer que 1. On peut lire avec la lecture et on peut lire en lisant des poèmes. Parce que oui, Je ne voudrais pas crever de Boris Vian est un recueil de poèmes qui rassemble, je crois, tout ce que j'aime chez cet auteur. On y retrouve du cynisme, de la tendresse et puis le surréalisme qui a la délicatesse de poser des mots d'enfant sur des sujets d'adultes. Bref, c'est de l'humour de personnes tristes ou d'enfants de 5 ans et demi. Mais en tout cas, je t'assure qu'à la fin de la lecture, t'auras pas envie de crever. Ou en tout cas, pas tout de suite. Dernier petit tips, selon moi, il est vraiment indispensable de lire ce recueil à voix haute, ou au moins à soi-même, pour pouvoir en apprécier tout l'humour, mais aussi toute la profondeur. Tu ne le sais sûrement pas, mais je suis, surtout en ce qui concerne la fiction, ce qu'on appelle une grosse fragile. C'est-à-dire que je pleure pour tout et pour rien, et surtout pour rien. Donc, pour désigner le livre qui m'a fait le plus pleurer, ça a vraiment été très difficile. Mais en faisant une liste d'à peu près 1000 livres, je me suis rendu compte que ce qui les unissait était la présence de personnages très attachants, puisque très crédibles. Je trouve que ce qui différencie la plupart des personnages de fiction est cette crédibilité que l'auteur essaie de leur insuffler. Le problème des gens réels, c'est qu'ils font pas cet effort parce qu'ils estiment qu'ils sont réels. Bref, tout ça pour dire que le livre qui me fait le plus pleurer est un de ces livres du réel dont on se demande si les personnages n'ont pas existé. Et c'est La vie devant soi de Romain Gary. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une histoire qui est racontée par un enfant, donc par la voix et la plume d'un enfant. Et je trouve qu'il y a toujours eu un véritable génie à reconstituer à l'âge adulte l'expression, le style d'un enfant. Et puis évidemment il y a l'histoire et le twist final. Mais de toutes les manières, Romain Gary a ce génie pour les twists finales. D'ailleurs j'ai assez longtemps hésité avec La promesse de l'aube. Mais c'est le style de l'enfant qui l'a emporté sur cette magnifique biographie romancée un peu, qui est géniale aussi, que je conseille beaucoup. Mais si je dois réellement être honnête et dire celui qui m'a fait le plus pleurer, je dirais La vie devant soi. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Je pense vraiment que le livre idéal pour se mettre à la philo est Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Et ça pour au moins 2 raisons majeures. La première, son accessibilité.
Je crois que quand on veut se mettre à la philo mais qu'on n'en a pas vraiment l'habitude, on a vraiment cette appréhension de ne rien comprendre. On pense qu'il va falloir avoir un bac plus 14 pour aborder les 3 premières pages et donc on abandonne avant même d'avoir commencé. Alors c'est le cas avec certains auteurs mais en tout cas pas avec Camus. Camus a vraiment une plume très simple, très claire, très facile d'accès, enfin l'idéal pour commencer. La deuxième raison majeure, qui pour moi est la plus importante, c'est le fond. Camus, dans son œuvre, répond à la question la plus importante, celle qu'on doit se poser avant toutes les autres. Pourquoi je ne devrais pas me suicider? La réponse à toutes mes questions s'endort à mes côtés. Quand les formidables amis qui ont aidé à constituer cette liste m'ont proposé cette question, je me suis dit, aïe, encore une question difficile à laquelle je vais avoir du mal à répondre. Parce que en réalité, je crois qu'on sort changé de tous les livres qu'on lit. Pour moi, lire, c'est un peu comme un grand voyage. C'est un peu comme ces gens qui vont en Inde, qui font des trips humanitaires et puis qui reviennent complètement métamorphosés. Et bah pour moi, lire, c'est la même chose. Les Sarouel moches en moins. Du coup, en y pensant un peu, je me suis dit qu'un livre qui m'a changé, c'est un livre qui continue et qui continuera de me faire changer. Et là, je me suis dit, Myriam, coup double, présente en même temps ton livre de chevet, le livre que tu lis le plus. Et ce livre, c'est Lettres à Lucilius de Sénèque. Dans ce livre, Sénèque, qui est un philosophe stoïcien, écrit à Lucilius, qui est un ami mais aussi gouverneur de Sicile. Et il lui donne plein de conseils pour vivre une vie sereine et heureuse. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas du tout besoin d'être un Romain de l'Antiquité pour pouvoir appliquer ces conseils. Loin de là. Je crois que justement, si ce livre m'a changé, c'est parce que ces conseils sont applicables par tous. D'abord, pour la forme. Sénèque écrit à Lucilius, qui fait qu'en tant que lecteur, on peut très facilement s'identifier à lui, et donc les conseils de Sénèque nous parviennent beaucoup plus simplement et beaucoup plus directement. Ensuite, toujours grâce à la forme, on se retrouve avec des lettres très concises qui, dans le fond, abordent tous les sujets importants. Et j'aime beaucoup, moi, tous ces livres qui ne partent pas dans les small talk, vous voyez, qui parlent des sujets qui comptent, quoi. Et je crois que c'est aussi une des raisons pour laquelle je me réfère le plus à ce livre, et qui est donc celui qui m'a le plus changé, parce que Sénèque a réponse à tout. Sénèque, tu t'interroges sur la mort, sur la maladie, sur l'amour, sur la vieillesse, sur la sagesse. Sénèque a réponse à tout. Et ça, dans des lettres, encore une fois, très concises, ce qui fait que, à défaut de devoir lire tout le recueil de lettres, on peut piocher dedans en fonction de nos problématiques et adapter notre lecture à notre situation. Je disais précédemment que pour moi, il était important d'adapter la lecture qu'on a d'une œuvre à ses besoins. Eh bien, j'irai même plus loin. Pour moi, il est important d'adapter l'objet même du livre à ses besoins, quand on a la chance de lire sur un livre papier. En réalité, je ne prends pas soin de mes livres. Je les corne, je les annote, je souligne les phrases au fluo qui parfois transpercent la page. J'en prends pas soin. Et je t'encouragerais à faire la même chose. Pas à jeter tes livres dans les premières toilettes venues. Non, sois pas stupide. Mais simplement à t'approprier l'œuvre, à en faire ton chez-toi. Pour que le message de l'auteur passe mieux et puis pour que tu te sentes accueilli. On a tellement peu l'habitude de lire que si en plus on fait de l'objet même une espèce de temple inviolable, un symbole exceptionnel, je pense qu'on restera étranger à la lecture toute sa vie. Bref. Quoi qu'il en soit, le livre que je te présente est un de ceux que j'ai le plus annoté, puisque c'est un recueil de fragments de pensée qui sont pour moi toutes des fulgurances et qui donnent envie de les apprendre par cœur pour qu'elles nous suivent un peu partout. Donc, celle que j'ai choisie au milieu de toutes celles que j'ai notées et que j'ai surlignées, c'est « Le réel me donne de l'asthme ». Et c'est là que je retrouve Sioran comme je l'aime, dans tout son nihilisme, c'est-à-dire la pensée du néant. En gros, il est déprimé. Et en même temps, tout son humour. Je trouve que, oui, souvent, les gens les plus drôles sont les gens les plus tristes. Et c'en est devenu presque un truisme de dire ça. Mais sincèrement, ce livre me fait beaucoup rire, malgré son côté un peu glauque, son côté un peu macabre. Donc voilà, je t'invite à le lire et je t'invite à annoter de manière générale tous tes livres. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Les livres parlent d'amour différents, naturellement, parfois de désamour, mais tous les livres parlent d'amour. Alors, offrir un bouquin à un premier date, ça tombe plutôt sous le sens. Mais puisqu'on me pose la question à moi, j'ai choisi de présenter mon livre préféré, mon livre d'amour préféré,
que j'ai quand même mis un certain temps à sélectionner définitivement. Pourquoi ? Je vais te l'expliquer tout de suite. L'amour au temps du choléra, c'est une histoire d'amour magnifique, une histoire d'amour adulte, très loin de, par exemple, la Camélia, que j'aime beaucoup, mais beaucoup plus mûr, beaucoup plus mature, beaucoup plus réel, mais qui pourrait se présenter de prime abord comme un message subliminal qu'on essaie de passer à l'autre, comme une promesse d'amour éternel ou un truc de ce genre-là. Alors que pour moi, pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout une promesse d'amour éternel, l'amour au temps du choléra. C'est la promesse de rencontres renouvelées, de toujours se rencontrer à nouveau, de toujours se croiser. Et je pense que c'est la promesse qu'on peut faire à quelqu'un qu'on aime, c'est de toujours le rencontrer et puis toujours que chaque date soit un nouveau date. Donc voilà, je pense que offrir l'amour au temps du choléra est une bonne idée parce qu'en plus ça permet de faire le test, de voir qui on a en face de nous. Si on voit que le gars s'enfuit après avoir lu le livre, on comprend que c'était un idiot et qu'il fallait pas le retenir. Ou la fille, hein, de la même manière. Bring the action. J'adore autant que je déteste ce que le cinéma fait de la littérature. D'un côté, il y a ces livres qui sont propulsés, voire révélés par des films qui ensuite les dépassent largement en termes de notoriété. Je pense par exemple à toutes les adaptations des livres de Stephen King qui sont souvent des succès et même des succès commerciaux. Et puis de l'autre côté, il y a ces films qui pour moi trahissent ni plus ni moins l'œuvre littéraire. Et là j'ai l'infinie tristesse d'évoquer mon livre préféré, Lolita de Nabokov. Pour moi Lolita est toujours un échec d'adaptation parce qu'il renvoie un peu l'idée d'une allumeuse de 12 ans et demi en gros. Donc je te conseillerais toujours de lire Lolita plutôt que de le voir, en tout cas en considérant les adaptations qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, comme je suis une tricheuse ou juste très indécise, je vais te donner 2 films, un qui a déjà été adapté mais qui pour moi mériterait de l'être à nouveau, et un qui n'a jamais été adapté. Le premier, c'est Le Parfum de Patrick Süskind. Pour te donner envie de lire Le Parfum, je te dirais que si on t'a déjà posé la question, si tu devais te débarrasser d'un de tes sens, lequel ce serait, et que t'as répondu l'odorat ou bien le goût, lire Le Parfum te fera peut-être reconsidérer cette réponse. Malheureusement, il a été pour moi pas très bien adapté, donc je te conseille plutôt de le lire plutôt que de le regarder. Ensuite, concernant le livre qui n'a jamais été adapté à ma connaissance et que j'adorerais voir au cinéma, je dirais Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Pourquoi j'adorerais le voir adapté ? Eh bien parce que je pense que tout d'abord ce serait une prouesse technique d'adapter ce film parce que la plume de Dostoïevski a cette particularité de plonger dans l'esprit de ses personnages. Donc, à moins de provoquer une commotion cérébrale, je vois pas trop comment une caméra pourrait plonger dans l'esprit de ses personnages, mais j'adorerais être surprise et voir que c'est possible. Et puis ce livre a tout pour plaire et être un succès parce qu'il y a de l'action, il y a des personnages attachants. Enfin, ce livre est génial et en film il serait formidable. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose. Donc selon moi, le livre qui n'est pas assez lu, c'est Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, je suis pas certaine de la prononciation. À mon avis, si ce livre n'est pas assez lu, c'est parce que c'est une dystopie, et qu'en matière de dystopie, on a déjà 1984, qui est un peu le monstre sacré, qui éclipse un peu toutes les autres. Ce que je trouve vraiment dommage, parce qu'on peut passer à côté de pépites comme le meilleur des mondes. La meuf a déjà oublié le titre. Et donc pourquoi ce livre est génial ? Ce livre est génial parce que j'ai le sentiment qu'on y évoque tous les thèmes qui comptent en fait. Et vous le voyez, il est pas très épais, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais, le livre ne tombe jamais des mains. Ensuite, ce qui est très cool dans ce livre, c'est que c'est un roman d'anticipation. Et que dans un contexte où on essaie de concevoir le monde de demain, lire une dystopie, c'est aussi une manière de trouver un consensus à propos de ce qu'on ne veut pas. On a souvent du mal à tomber d'accord à propos de ce qu'on veut, mais du moins, je vous assure que vous ne voulez pas que cela arrive. Donc, si vous êtes dans une librairie et que vous arrivez à trouver ce livre, achetez-le, foncez parce qu'il est vraiment génial et qu'il nourrira forcément une réflexion hyper utile pour le futur. Bon bah du coup, même bis que pour l'introduction, j'ai pas fini de conclusion. Je suis très contente que tu sois arrivée là, c'est très cool, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu m'as donné tes réponses en commentaire ou que tu as posé d'autres questions. Bah écoute, je te souhaite juste un bon été, beaucoup de repos, de prendre soin de toi, de bouffer la culture, mais surtout de prendre le temps de la déguster. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream.